Possédez-vous des actions? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient vraiment ce mot? Pas stock comme inventaire, mais stock comme part d'entreprise, au cœur du marché boursier. Le mot remonte à un simple bâton de bois. Plus précisément, la moitié la plus longue d'un bâton de taille fendue, remise à celui qui détenait la créance financière, l'actionnaire. Pendant 726 ans, c'est ainsi que l'Angleterre a suivi ses dettes, enregistré ses impôts et fait tourner son économie. Pas avec des banques. Pas avec du papier. Avec des morceaux de noisetier entaillés. Chaque bâton était fendu en deux pour empêcher la contrefaçon. Une moitié pour le créancier. L'autre pour le débiteur. Le grain naturel du bois correspondait si parfaitement que falsifier était physiquement impossible. Ce système a aidé à bâtir l'Empire britannique. Puis en 1834, ils ont décidé de brûler chaque dernier bâton. Et ils ont accidentellement incendié le Parlement lui-même. J'ai découvert cela en cherchant toute autre chose. J'explorais les origines des termes financiers. Je voulais comprendre pourquoi nous parlons ainsi de l'argent et des investissements. L'étymologie agit souvent comme un fantôme. Elle conserve ce que les documents officiels ont perdu. Quand j'ai remonté le mot « actionnaire » à sa source, je me suis retrouvé face à un système monétaire complet. Un système qui a fonctionné pendant près de 6 siècles avant même l'existence de la Banque d'Angleterre. En 1100, le roi Henri Ier, fils de Guillaume le Conquérant, introduisit le système des bâtons de taille en Angleterre. La mécanique en était d'une élégante simplicité. Un morceau de noisetier, long environ de l'empan entre le pouce et l'index, recevait des entailles précises. Le dialogue du Trésor, manuel du XIIe siècle, détaillait les dénominations. Une entaille de l'épaisseur d'une paume représentait 1000 livres. La largeur du pouce valait 100. Le petit doigt indiquait 20. Une livre était marquée par la largeur d'un grain d'orge gonflé. Un shilling était plus étroit. Un penny ne nécessitait qu'une simple entaille qui ne retirait aucun bois. Une fois entaillé, le bâton était fendu dans le sens de la longueur, exactement à travers les marques. La partie la plus longue, appelée le stock, revenait à celui qui avait avancé l'argent ou payé les impôts. La partie la plus courte, appelée le foil, restait chez le débiteur ou la couronne. Parce que la fente suivait le grain naturel, les deux moitiés ne pouvaient correspondre qu'entre elles. Aucun deux bâtons ne se fendait de manière identique. La contrefaçon n'était pas seulement difficile. Elle était physiquement impossible pendant 700 ans. Ce n'était pas primitif. Les tailles circulaient sur des marchés secondaires. Elles étaient escomptées et échangées. Elles servaient à la fois de reçu d'impôts et de monnaie. La couronne les émettait. La couronne les acceptait pour les impôts. Cette acceptation créait la demande. Cette demande leur donnait de la valeur. Le système s'auto-renforçait sans banque centrale. Il fonctionna de 1100 jusqu'en 1826. Il précéda la banque moderne de plusieurs siècles. Et il aida à bâtir l'Empire britannique sur de simples registres en bois. Je dois être clair. Ce système n'était pas magique. Il n'était pas à l'abri des abus. En 1672, le roi Charles II fit un défaut catastrophique sur plus de 1,3 million de livres. Le grand arrêt de l'échiquier ruina plusieurs banquiers orfèvres. Leurs bâtons de taille devinrent soudain sans valeur. Au moins 5 grandes maisons bancaires s'effondrèrent. Plus de 10 000 familles aisées se retrouvèrent financièrement embarrassées. Charles lui-même admit plus tard que c'était un faux pas. Cette crise mena directement à la création de la Banque d'Angleterre en 1694. La nouvelle institution fut fondée pour empêcher de tels défauts. Elle fut capitalisée par un prêt de 1,2 million de livres au gouvernement. Pourtant, les premiers actionnaires ne payèrent pas en or ou en argent. Ils payèrent avec des bâtons de taille. La loi sur la banque de 1697 permit jusqu'à 80% des augmentations de capital en taille. Le système qui allait remplacer les bâtons de bois fut littéralement bootstrappé par eux. Le nouvel ordre financier fut acheté avec la monnaie de l'ancien. J'ai découvert cela en cherchant toute autre chose. Je fouillais les origines des termes financiers. Je voulais comprendre pourquoi nous parlons ainsi de l'argent et des investissements. L'étymologie agit souvent comme un fantôme. Elle conserve ce que les documents officiels ont perdu. Quand j'ai remonté le mot « actionnaire » à sa source, je me suis retrouvé face à un système monétaire complet. Un système qui a fonctionné pendant près de 6 siècles avant même l'existence de la Banque d'Angleterre. En 1100, le roi Henri Ier, fils de Guillaume le Conquérant, introduisit le système des bâtons de taille en Angleterre.
La mécanique en était d'une élégante simplicité. Un morceau de noisetier, long environ de l'empan entre le pouce et l'index, recevait des entailles précises. Le dialogue du trésor, manuel du XIIe siècle, détaillait les dénominations. Une entaille de l'épaisseur d'une paume représentait 1000 livres. La largeur du pouce valait 100. Le petit doigt indiquait 20. Une livre était marquée par la largeur d'un grain d'orge gonflé. Un shilling était plus étroit. Un penny ne nécessitait qu'une simple entaille qui ne retirait aucun bois. Une fois entaillé, le bâton était fendu dans le sens de la longueur, exactement à travers les marques. La partie la plus longue, appelée le stock, revenait à celui qui avait avancé l'argent ou payé les impôts. La partie la plus courte, appelée le foil, restait chez le débiteur ou la couronne. Parce que la fente suivait le grain naturel, les deux moitiés ne pouvaient correspondre qu'entre elles. Aucun deux bâtons ne se fendait de manière identique. La contrefaçon n'était pas seulement difficile. Elle était physiquement impossible pendant 700 ans. Ce n'était pas primitif. Les tailles circulaient sur des marchés secondaires. Elles étaient escomptées et échangées. Elles servaient à la fois de reçu d'impôts et de monnaie. La couronne les émettait. La couronne les acceptait pour les impôts. Cette acceptation créait la demande. Cette demande leur donnait de la valeur. Le système s'auto-renforçait sans banque centrale. Il fonctionna de 1100 jusqu'en 1826. Il précéda la banque moderne de plusieurs siècles. Et il aida à bâtir l'Empire britannique sur de simples registres en bois. Je dois être clair. Ce système n'était pas magique. Il n'était pas à l'abri des abus. En 1672, le roi Charles II fit un défaut catastrophique sur plus de 1,3 million de livres. Le grand arrêt de l'échiquier ruina plusieurs banquiers orfèvres. Leurs bâtons de taille devinrent soudain sans valeur. Au moins 5 grandes maisons bancaires s'effondrèrent. Plus de 10 000 familles aisées se retrouvèrent financièrement embarrassées. Charles lui-même admit plus tard que c'était un faux pas. Cette crise mena directement à la création de la Banque d'Angleterre en 1694. La nouvelle institution fut fondée pour empêcher de tels défauts. Elle fut capitalisée par un prêt de 1,2 million de livres au gouvernement. Pourtant, les premiers actionnaires ne payèrent pas en or ou en argent. Ils payèrent avec des bâtons de taille. La loi sur la banque de 1697 permit jusqu'à 80% des augmentations de capital en taille. Le système qui allait remplacer les bâtons de bois fut littéralement bootstrappé par eux. Le nouvel ordre financier fut acheté avec la monnaie de l'ancien. En 1850, seulement 16 ans après l'incendie, Alfred Smith, chirurgien réside à la Banque d'Angleterre, rapporta quelque chose de remarquable. Il examinait les quelques bâtons de taille survivants. Il essayait de comprendre comment on les lisait autrefois. Sa conclusion fut brutale. Aucun gentleman de la Banque d'Angleterre ne se souvenait plus du mode de lecture. 726 années d'utilisation continue. 16 années d'oubli total. Les archives physiques avaient disparu. La mémoire institutionnelle avait disparu. Seule l'étymologie subsistait. Stock. Actionnaire. Le vocabulaire de la finance moderne est hanté par ces bâtons de bois. Chaque fois que vous consultez votre portefeuille d'actions, vous utilisez un mot qui signifie littéralement un morceau de noisetier fendu avec des entailles gravées. Nous parlons encore d'aller long ou d'aller short. Des termes qui désignaient à l'origine quelle moitié du bâton vous déteniez. La plus longue signifiait que l'on vous devait de l'argent. La plus courte signifiait que vous deviez. Je ne cesse de penser à Alfred Smith en 1850. Debout dans la Banque d'Angleterre. Tenant un bâton que personne ne savait plus lire. Tentant de reconstituer un système qui avait été une connaissance universelle seulement 25 ans plus tôt. Je pense au four sous la chambre des lords. Ils brûlaient si fort qu'ils firent fondre le cuivre et incendièrent les planchers au-dessus. Je pense au schéma. Documents détruits. Savoir perdu. Mémoire institutionnelle effacée. Et un nouveau système s'installant dans le vide laissé derrière. Et si le système monétaire le plus réussi de l'histoire européenne n'avait pas été remplacé par quelque chose de meilleur? Et s'il avait simplement été oublié? Pas par conspiration. Mais par négligence. Par le fait de brûler les archives plutôt que de les étudier. Par l'idée que le moderne est toujours supérieur à l'ancien. Par le refus de se demander pourquoi un système avait fonctionné pendant 700 ans avant de l'abandonner complètement. Pourquoi brûler plutôt que préserver? Pourquoi l'oubli est-il survenu si vite?
Quelles autres informations étaient gravées sur ces bâtons que nous ne saurons jamais? Et pourquoi, quand on regarde le langage de la finance moderne, chaque mot pointe-t-il vers des morceaux de bois que quelqu'un a décidé de détruire? Je n'ai pas de réponse. Seulement les questions. Seulement les schémas. Seulement le fantôme d'un système qui a survécu 7 siècles. Et n'a pas survécu 20 ans d'oubli institutionnel. L'étymologie se souvient. Les documents ont brûlé. Et le Parlement lui-même a pris feu la nuit où ils ont décidé d'effacer les preuves.